Nous voilà sur la place de la cathédrale de Cusco, ancienne capitale de l'Empire Inca. L'agglomération compte 440 000 habitants. Depuis que je l'ai visitée il y a 20 ans, la population a augmenté de 60%. Établie dans une cuvette bordée de montagnes de 4000 mètres, l'aire de la ville est polluée par les centaines de bus et minibus dont la plupart auraient du mal à passer un contrôle technique. Cette pollution, combinée au manque d'oxygène, car nous sommes à 3400 mètres d'altitude, entraîne une difficulté à bien respirer et des maux de tête si l'on veut beaucoup marcher les premiers jours. Le principal intérêt de Cusco est que la ville est le point d'accès à différents sites incas qui se trouvent à proximité. Dans la ville, quasiment tous les monuments incas ont été détruits par les Espagnols et ont servi de fondation ou de matériaux pour les très nombreuses églises de la ville. On est admiratif devant les murs qui restent de l'époque inca, qui n'a duré pourtant qu'une centaine d'années, d'environ 1400 à 1533, date de l'assassinat de l'empereur inca Atahualpa par le conquistador Pizarro. La façon dont les Incas réalisèrent ces extraordinaires assemblages de pierres, aux formes polyédriques, parfaitement jointives, est encore une énigme aujourd'hui. Voici le Coricancha, rebaptisé Temple du Soleil, ou plutôt ce qu'il en reste, car il ne subsiste qu'une petite partie basse du temple d'origine, rasé par les Espagnols pour y construire un couvent et une église, Santo Domingo. C'était l'endroit le plus sacré de l'Empire. Quand les Espagnols sont arrivés, le temple mesurait 140 mètres sur 135 et était orné intérieurement et extérieurement de fabuleuses richesses en or qui furent pillées immédiatement. Le deuxième jour, nous allons visiter Pisac et Ollantaytambo. Le lendemain, nous allons voir les salines de Maras et les terrasses de Moraille. Nous faisons l'impasse du Machu Picchu, que j'ai visité il y a 20 ans en 1997, et les tarifs depuis cette date ont explosé. Le dernier jour, nous visitons la forteresse de Sacsayhuaman. Remarquez sur cette carte la vallée de la rivière Urubamba, qui coule dans la vallée sacrée, puis va se jeter au nord dans un affluent de l'Amazone. Cette communication avec la forêt amazonienne, de même que des proximités dans les langues, fournissent des arguments à la théorie d'une origine amazonienne des Incas, qui se sont installés dans cette vallée très fertile. Dominant le village d'Ollantaytambo, la forteresse Inca garde encore bien des énigmes. On sait maintenant, grâce à des analyses ADN, que certaines des constructions datent d'époques bien antérieures aux Incas. La forteresse est composée de différents niveaux de terrasses, l'un donnant sur un ravin, l'autre donnant sur la vallée. Au pied coule un ruisseau qui pourvoyait en eau les occupants des lieux. La forteresse fut le lieu de sanglants combats entre les Espagnols et les derniers Incas, dirigés par Manco Cápac, qui s'y étaient réfugiés après la perte de Cusco. Les assemblages de ces pierres de porphyre rouge, une roche magmatique encore plus dure que celle employée à Cusco, sont encore plus élaborés qu'ailleurs. Ici, les vestiges du temple en haut de la forteresse, composés de 6 blocs de porphyre rouge, hauts de 3,30 m à 4 m, assemblés par un système de clés de pierre très étroites. Sur le flanc de la montagne, au-dessus du village, les Incas avaient élevé des constructions de pierre qui servaient de silos à grains. Les nombreuses fenêtres permettaient de bien ventiler les graines. Situées à une cinquantaine de kilomètres de Cusco, les salines de Maras sont encastrées dans une petite vallée dominée par des montagnes hautes de 3300 mètres. On compte environ 3000 cuvettes de toutes dimensions.
Ces cuvettes sont alimentées par une source d'eau salée, canalisée pour se répartir dans chacune des cuvettes où l'eau s'évapore rapidement sous l'action du vent et du soleil intense. Rappelons que nous ne sommes qu'à 13 degrés de l'équateur. Cette source présente une très forte concentration en sel de 90 grammes par litre, soit près de 3 fois la salinité de l'Atlantique. Ces salines étaient déjà exploitées par les Incas, à une époque où le sel était une véritable richesse, indispensable à la vie de l'être humain et de son bétail. Actuellement, elles sont gérées par une association de propriétaires agriculteurs des villages proches, Maras et Chinchero, et constituent un complément à leurs modestes ressources. Ces populations ont conservé leur tradition d'élevage de lamas et de l'utilisation de leur laine, ainsi que de la culture du maïs, pommes de terre, fèves et orge. Nous reprenons la route pour remonter sur le plateau de Moraille, entouré des majestueuses montagnes des Andes. Derrière ces montagnes, à seulement 60 km d'ici, commence la luxuriante forêt amazonienne qui va jusqu'à l'embouchure de l'Amazone sur l'Atlantique à 3000 km. À seulement quelques kilomètres des salines, nous découvrons les surprenantes terrasses de Moraille qui datent elles aussi des Incas. Sur le site, à 3800 mètres d'altitude, on peut voir 3 ensembles de terrasses comme celui-là, qui est le seul à avoir été restauré. Cela ressemble à un amphithéâtre présentant une quinzaine de niveaux qui servaient, d'après les archéologues, à tester le comportement et le rendement de différentes variétés de plantes. On a constaté en effet que la différence de température entre la partie basse et la terrasse la plus haute était de 5 degrés, ce qui correspond sous cette latitude à une variation d'environ 1000 mètres d'altitude. Les murs de pierre très épais emmagasinent la chaleur du jour et la restituent la nuit. Chaque terrasse avait ainsi son microclimat et les Incas pouvaient sélectionner les semences et les plants les mieux adaptés aux différentes régions de leur empire. Commencée vers 1450 et achevée vers 1500, peu d'années avant l'arrivée des Espagnols, la forteresse de Sacsayhuaman domine la ville de Cusco à 3800 mètres d'altitude. Elle remplissait un rôle de défense et un rôle religieux. Hélas, l'édifice a subi de lourds dégâts depuis. Ainsi, des 3 tours qui dominaient l'ensemble, il ne reste que les fondations. Elle était composée de 3 murs parallèles, édifiés en zigzag, faits avec des blocs de calcaire parfaitement assemblés, dont certains pèsent 200 tonnes. Là encore, on a établi d'innombrables hypothèses pour expliquer comment ces énormes blocs ont été mis en place, mais aucune de ces hypothèses n'est convaincante. C'est là que se réfugièrent les derniers Incas, poursuivis par les Espagnols, dont un frère de Francisco Pizarro qui y mourut. Le capitaine Inca, Cahuide, se voyant assailli de toutes parts, préféra se jeter dans le vide plutôt que de se rendre. La base d'une des tours, en forme de cercle, avait probablement une fonction religieuse. Mais là encore, les archéologues n'ont aucune certitude. Vol Cusco-Lima, puis Lima-Chiclayo
sur la côte nord du Pérou, où nous arrivons en fin de matinée. Après être passé à notre hôtel, nous prenons de suite un collectivo qui nous amène à Pimentel, la station balnéaire de Chiclayo, à une dizaine de kilomètres. Après un bon repas de poisson dans un des nombreux restaurants face à l'océan, la promenade en bord de mer nous entraîne au bout de l'embarcadère, qui s'enfonce de 700 mètres dans le Pacifique, comme on le voit sur cette photo satellite. C'est de là que nous apercevons les Cabalitos de Totora, ces petites embarcations de roseaux que l'on rencontre sur toutes les côtes péruviennes, ainsi que sur le lac Titicaca, où elles sont utilisées par les pêcheurs locaux. La Totora est constituée de 2 boudins de roseaux évidés sur la partie arrière pour permettre de loger le filet et la pêche du jour. Un bloc de polystyrène est fixé sur la poupe pour améliorer la flottaison. La pagaie est un gros bambou coupé en long. Le nom de Cabalito de Totora vient de la façon de monter à cheval sur cet engin. Ce type de pêche est fatigant car même si nous ne sommes pas loin de l'équateur, l'eau n'est pas vraiment chaude à cause du courant de Humboldt qui se fait sentir jusqu'ici, remontant des eaux fraîches et très poissonneuses de l'Antarctique. Sauf pendant les périodes de phénomène El Niño, où ce courant est remplacé par un courant chaud, venant du Pacifique, qui stoppe quasiment toute pêche pendant sa présence. Le lendemain, collectivo pour Lambayeque, à une dizaine de kilomètres de Chiclayo, pour visiter 2 magnifiques musées. Le musée Brüning d'abord, qui retrace toutes les périodes d'occupation de la région. La céramique Cupisnic, de moins 1200 à moins 500 avant notre ère, puis Mochica, jusqu'à 700 après le Christ. À partir de 700, la civilisation Wari, jusqu'en 1200, qui inclut une variante locale Lambayeque, puis la florissante civilisation Chimu, de 1200 à 1470, date de la conquête de l'ensemble de la région par les Incas. Le deuxième musée est l'un des plus riches d'Amérique du Sud. C'est le musée de la tombe du seigneur de Sipan, village situé à quelques kilomètres d'ici. En 1987, un anthropologue péruvien, Walter Alva, découvre dans un ensemble de pyramides en adobe la tombe d'un haut dirigeant moché, entouré de 2 hommes, 2 femmes, un chien et une quantité considérable d'objets inestimables. Or, pierres précieuses, perles, poteries, argent, cuivre, bronzes et tissus. La tombe est datée du IIIe siècle de notre ère. Cette découverte est mise au niveau de celle de la tombe de Toutankhamon pour la connaissance des civilisations pré-incaïques. On ne peut pas y prendre de photos, mais la visite de ce musée est un grand moment de notre voyage au Pérou, un émerveillement. Utilisant les techniques actuelles de reconstitution faciale, un spécialiste brésilien a reconstitué le visage du seigneur de Sipan que vous voyez là. Le lendemain, collectivo plus que plein pour le village de Tucumé, et de là, en mototaxi pour aller voir à 2 km l'ensemble de 26 pyramides, centre cérémoniel et administratif de la culture Lambayeque, datant du XIe siècle de notre ère. Ce centre a été occupé au XIVe siècle par la civilisation Chimu, puis par l'Empire Inca à partir de 1470. Les pyramides d'adobe ont été considérablement érodées par le temps et les fortes précipitations des épisodes du Niño depuis 10 siècles. L'une d'elles mesure 700 mètres de long. C'est la plus grande construction en adobe du monde. Une seule se visite, protégée par une toiture. Les autres font encore l'objet de fouilles. Un petit musée présente des objets découverts sur le site. Si vous y allez, n'oubliez pas d'emporter de quoi boire. La visite est longue, sur des chemins de terre. La chaleur y est torride et il n'y a rien sur place pour se désaltérer.
route de Chiclayo à Trujillo. Les bus du Pérou sont généralement confortables. Ils partent à l'heure et arrivent un peu quand ils peuvent, suivant l'état des routes. L'ensemble s'est bien amélioré depuis que j'ai fait ce trajet il y a 20 ans. Mais les progrès ne sont pas toujours bons. Et les films nuls, projetés sur les divers écrans répartis dans le bus, avec la sono à fond, rendent les voyages bien pénibles. Et oui, ce que vous voyez, ce sont bien des rizières. Très étonnant d'en voir dans ce pays aussi aride. Le pays produit en effet plus de 3 millions de tonnes de riz, et bien que les Péruviens en soient de grands consommateurs, 54 kg par an et par habitant, le pays est exportateur de riz. Nous voici à Trujillo, une agglomération de plus d'1 million d'habitants. La Plaza de Armas avec sa cathédrale, avec à côté en bleu le siège de l'épiscopat. Intérieur baroque, comme quasiment toutes les églises d'Amérique du Sud. Là aussi, le centre-ville a conservé sa belle architecture coloniale très colorée. Nous nous installons à Huanchaco, petite station balnéaire qui touche Trujillo. Pour 3 jours, nous y serons bien plus au calme qu'en ville et pourrons flâner en bord de mer en fin de journée. Cerise sur le gâteau, d'excellents petits restaurants sont installés en front de mer. De plus, nous sommes à 2 pas de l'important site de Chan Chan, la capitale de l'Empire Chimú. La cité, entièrement en adobe, commence à être construite par la civilisation Chimú au IXe siècle, sur une cité existante de la culture moche. Par sa superficie de 20 km², ainsi que par le nombre d'édifices, c'est la plus importante cité en adobe de toute l'Amérique du Sud. Elle comprend une dizaine de palais, 4 temples, de vastes habitations pour les élites, des plus exigus pour le peuple, des ateliers et magasins. L'ensemble était entouré d'énormes murailles de 8 à 10 mètres, en briques d'adobe, recouvertes d'un ciment léger. Comme partout, les briques d'adobe séchées au soleil et non cuites ont mal résisté aux violentes précipitations qui s'abattent sur cette côte en période de Niño et le travail de restauration est de ce fait très difficile. Quand je l'ai visité il y a 20 ans, l'ensemble était quasiment à l'abandon. Mais des travaux considérables de restauration ont été entrepris depuis qui ont valu à la cité son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Désormais, certaines parties restaurées sont protégées par des toitures légères. Comme nous sommes en bord de mer, les Chimú ont préféré des décorations maritimes à celles de la faune des civilisations moche précédentes. Ainsi, ils ont beaucoup utilisé les filets de pêche. Les poissons et les pélicans, très nombreux sur cette côte encore aujourd'hui. Presque au centre de la cité, les Chimú avaient construit un gigantesque bassin, appelé Huachaque, de 140 mètres sur 60, qui servait à recueillir les eaux de la nappe phréatique qui apparaît encore de nos jours. Les archéologues pensent qu'il servait aussi de lieu cérémoniel et qu'il en existait une centaine de toute taille à Chan Chan. Le lendemain, un taxi nous amène sur les sites de la Huaca de la Luna et Huaca del Sol. Ces 2 appellations, qui viennent de l'occupant espagnol, n'ont aucun rapport avec les 2 imposantes pyramides à degrés qui datent de l'ère moche qui précède l'ère Chimú de Chan Chan. On sait en effet aujourd'hui que les moche ne pratiquaient pas, contrairement aux Incas, le culte du soleil ou de la lune. Commencées vers l'an 100 de notre ère, elles furent elles aussi construites en adobe et continuellement rehaussées jusque vers l'an 700, date de la disparition de la civilisation moche. Régulièrement,
les bâtisseurs agrandissaient les bases de la pyramide et rajoutaient un degré sur l'ensemble, en condamnant les salles et recouvrant les degrés existants. Nous avons vu exactement le même système constructif au Templo Mayor, dans le centre de Mexico, où les archéologues ont mis à jour les 7 couches successives d'une pyramide. Lors de la disparition des Moche, la pyramide de la Luna avait une base carrée de 87 mètres et une hauteur de 21 mètres, alors que la pyramide du Soleil avait une base de 228 mètres sur 136 et une hauteur de 41 mètres, ce qui représente des millions de briques d'adobe. On ne visite que la Huaca de la Luna, qui est protégée par une grande toiture. Là aussi, les fouilles entreprises, depuis quelques années, font apparaître les degrés successifs avec leurs ornements qui embellissaient les salles et les parois extérieures. Cette façon de faire permet ainsi d'étudier l'évolution de la culture moche au cours des siècles. La Huaca de la Luna était un lieu cérémoniel où se pratiquaient des offrandes aux dieux, sacrifices d'animaux et sacrifices humains, comme en témoignent les ossements retrouvés, et cela, probablement pour implorer les dieux de favoriser les récoltes et d'éloigner les violentes manifestations des éléments climatiques qui, on le sait maintenant, ont toujours frappé régulièrement cette région. De magnifiques fresques représentant des êtres mythologiques sont mises à jour lors des fouilles, et on est impressionné de la qualité des couleurs qui se sont conservées jusqu'à notre époque. Après une journée entière de transport pour aller de Huanchaco à Trujillo, puis à Chimbote, nous arrivons à Casma, petite bourgade proche de 2 sites que nous voulons voir. Le premier, Chanquillo, n'est pas facile d'accès, car il n'est pas organisé pour les touristes. Nous prenons une moto-taxi qui nous emmène et nous attend le temps de la visite. Une vue satellite permet de se rendre compte de l'existence d'une ancienne forteresse et d'une suite de constructions dont les archéologues pensent qu'il s'agit d'un calendrier solaire. Établie près d'une vallée fertile, où coule un rio tranquille, la forteresse est située sur une colline rocheuse. Pas facile de grimper là-haut, sur des pentes de rochers chargées de gravier fin au risque de tomber de plusieurs mètres. La forteresse est datée d'environ 2300 ans, mais son rôle et son occupation restent des énigmes. Contrairement aux autres sites, cette construction est en pierre montée à sec, et on ne sait pas à quoi servaient les différentes parties de cet ensemble monumental de 300 mètres sur 250, constitué de 3 rangées de fortifications, de 2 constructions circulaires au sommet, probablement des tours effondrées, ainsi que des habitations rectangulaires et circulaires. Dans le sable qui mène à la forteresse, nous marchons sur une multitude de tessons de poterie qui font penser qu'il reste beaucoup à découvrir sous ces dunes de sable apportées par le vent qui ont envahi tous les alentours. Pour l'instant, le site n'a pas fait l'objet de fouilles et il n'est ni clôturé ni gardé. À 5 km de Casma, nous nous rendons sur le site du Cerro Setchín, un des plus anciens du Pérou et de toute l'Amérique du Sud, puisqu'il est daté d'environ 2400 avant notre ère, c'est-à-dire à l'époque de la construction des pyramides égyptiennes. Là encore, on observe une première phase de construction en adobe, puis une phase de construction en pierre qui recouvre la première. Le principal édifice est rectangulaire et constitué d'un mur de monolithes gravés de 4 mètres de hauteur, probablement d'après les archéologues, surmonté d'une construction qui a disparu avec le temps. Les gravures représentent 2 sortes de personnages, les prêtres guerriers, équipés d'une arme ou d'un sceptre, et leurs victimes démembrées, des têtes principalement, mais aussi les yeux, les vertèbres et les viscères. Aucune représentation d'animaux. Ce site est antérieur à la culture chavine qui a régné sur toute la côte péruvienne de 1000 à 200 avant notre ère et initié la métallurgie du bronze et de l'or sur le continent américain.
Voilà, c'est la fin du voyage. Nous reprenons le bus pour Lima, puis l'avion pour l'Europe. Les voyages en bus, même s'ils sont parfois un peu fatigants, sont un bon moyen de voir un pays, sa géographie, son habitat et son mode de vie. Comme nous parlons espagnol, nous avons pu discuter avec les gens rencontrés. Beaucoup de Vénézuéliens qui ont fui leur pays, mais qui sont correctement accueillis au Pérou, car ils ont le droit d'y travailler. Les journaux parlent de 500 000 migrants seulement dans ce pays. Mais aussi bien en Argentine qu'au Chili, nous nous sommes aperçus que le phénomène migratoire entre tous les pays d'Amérique du Sud et centrale est beaucoup plus répandu qu'en Europe, ce qui est probablement dû au fait que tous parlent la même langue. Quand un pays va mieux, les gens n'hésitent pas à se déplacer pour trouver du travail. Partout, les gens se plaignent de la difficulté de joindre les deux bouts et de la corruption des hommes politiques. Enfin, dans toutes les villes, l'explosion démographique a entraîné la création de zones périphériques où règne une grande pauvreté, malgré une amélioration générale du niveau de vie ces dernières années. Enfin, ayant toujours été passionné par l'histoire de l'homme américain, il faut reconnaître que ces pays, particulièrement le Pérou, ont fait des efforts considérables ces dernières années pour mettre en valeur leur riche patrimoine historique.